Si vous pensez que le mois d'août, au potager, sert uniquement à cueillir les tomates, à distribuer les courgettes devenues trop grosses et à profiter des dernières soirées sous la tonnelle, vous risquez de laisser passer l'un des moments les plus précieux de l'année. Ici, dans un village situé entre Angers et Saumur, août n'est pas simplement la fin de l'été, c'est un passage. Le matin, une brume légère flotte parfois au-dessus des prairies qui bordent la Loire. À midi, la chaleur reste prisonnière des murs en tuffeau. Puis, en fin d'après-midi, le vent peut tourner brusquement. Les feuilles des peupliers se mettent à frémir, les hirondelles volent plus bas et l'air prend cette odeur particulière de poussière, d'herbe écrasée et de pluie encore invisible. Ma grand-mère appelait août le mois aux 2 paniers. Dans l'un, tu ramasses l'été, disait-elle en triant des graines de haricots sur un vieux torchon. Dans l'autre, tu prépares déjà l'automne. Petite, je trouvais seulement la formule jolie. Je ne comprenais pas qu'elle résumait toute une manière de jardiner. Un août, la terre conserve suffisamment de chaleur pour permettre à de nombreuses graines de germer rapidement. Mais La rosée reste plus longtemps sur les feuilles et certaines cultures, épuisées par les fortes températures de juillet, retrouvent enfin de préparer les récoltes d'automne et de commencer les plantations qui devront être suffisamment solides avant l'arrivée des premières nuits froides. Mais avant de parler des graines, il faut parler de la terre. Car, à cette période, les plantes ne meurent pas toujours de soif. Elles peuvent aussi mourir parce que leurs racines restent prisonnières d'un substrat compact, saturé d'eau après un orage. Je l'ai appris il y a 4 ans. J'avais installé plusieurs pieds de poivrons dans de grands pots en terre cuite, contre le mur sud de la maison. Les plantes étaient magnifiques. Les feuilles brillaient, les tiges étaient épaisses et les premiers fruits commençaient à se former. Puis il a plu pendant 3 jours. Lorsque le soleil est revenu, j'ai repris l'arrosage comme si rien ne s'était passé. Non parce que les plantes en avaient besoin, mais parce qu'en été j'avais l'habitude d'arroser chaque soir. Les feuilles du bas ont d'abord jauni. Ensuite, Les tiges ont noirci au niveau du collet. Lorsque j'ai retiré le premier poivron de son pot, les racines n'étaient plus claires et fermes. Elles étaient brunes, molles, et dégageaient une odeur aigre. Notre voisin, M. Moreau, m'observait derrière le petit muret qui séparait nos jardins. ils ne sont pas morts à cause de la pluie. Claire, m'a-t-il lancé. À cause de quoi alors? Tu leur as donné de l'eau. Mais tu ne leur as pas laissé taire. Sur le moment, j'ai trouvé sa remarque agaçante. Aujourd'hui, j'y pense chaque fois que je prépare un mélange pour les plantations de fin d'été. À cette saison, j'utilise un substrat léger composé de terre de jardin, de sable grossier et de compost parfaitement mûr. Selon ce que j'ai sous la main, j'ajoute un peu de fibre de coco. De pouzzolane fine ou de feuilles bien décomposées. Il ne s'agit pas de respecter une formule au gramme près. Ce qui compte, c'est la structure. Lorsque je serre une poignée de terre humide, elle peut conserver sa forme pendant 1 seconde. Mais dès que je la touche du doigt, elle doit s'effriter. Si elle reste collée, comme une boule d'argile, elle manque d'air. Or une racine qui ne respire plus commence à pourrir bien avant que les feuilles ne nous avertissent. Je vérifie également les trous de drainage de chaque pot. La présence d'un trou ne signifie pas que l'eau peut réellement s'écouler. Il peut être bouché par d'anciennes racines, un morceau de plastique ou une couche de terre durcie. Je place au-dessus un tesson de poterie ou un petit morceau de grille. Le but n'est pas de fermer l'ouverture, mais d'empêcher le substrat de s'échapper tout en laissant passer l'excès d'eau. Pendant les semaines pluvieuses, je pose jamais les pots directement sur les dalles de la cour. Je les surélève avec de vieilles briques, des cales en bois ou de petits supports en métal. Quelques centimètres suffisent parfois pour éviter qu'un bac reste toute la nuit dans une flaque.
Je venais justement de soulever la dernière jardinière lorsque ma fille Élodie est sortie de la maison. Elle portait des bottes en caoutchouc rouge malgré le soleil et tenait une plaque de semis noir devant elle. Tu vas vraiment recommencer à semer? Évidemment. Mais on récolte encore les tomates. C'est précisément pour cela. Elle posa la plaque sur la table située sous la tonnelle. Je ne comprends pas. Quand une saison se termine au potager, la suivante a déjà commencé. Élodie m'adressa ce regard particulier des adolescents qui soupçonnent leurs parents de transformer une explication simple en leçon de philosophie. La première catégorie concernait les légumes rapides et réellement utiles en cuisine, des plantes capables de produire avant les grands froids ou de fournir de jeunes feuilles pendant l'automne. J'ai commencé par la courgette. Les pieds installés au début de l'été arrivent souvent en août complètement épuisés. Le feuillage se couvre d'oïdium. Les tiges deviennent cassantes. Et les fleurs femelles se font plus rares. Autrefois, je conservais ces plantes par pitié. Tant qu'il restait une feuille verte, je me persuadais qu'elle pouvait repartir. Pourtant, un pied presque épuisé peut occuper pendant des semaines une place, consommer de l'eau et utiliser des nutriments qui profiteraient davantage à une nouvelle plante. Lorsqu'une courgette est très malade, ne produit presque plus et ne réagit pas aux soins, je la retire. J'ameublis ensuite la surface. J'ajoute un peu de compost mûr et je réutilise l'espace. Dans une terre encore chaude, les graines peuvent lever rapidement. Mais une culture aussi tardive reste un pari. Il faut un emplacement protégé, une variété précoce et une arrière-saison suffisamment douce. Je ne ressème donc qu'un ou deux pieds. Je veille également à ce que les fruits restent pas longtemps sur une terre humide. Dans notre jardin, j'utilise une petite structure faite de branches de noisetiers et de ficelles pour soulever légèrement les tiges. Une meilleure circulation de l'air limite les risques de pourriture, de limaces et de maladies fongiques. Le deuxième légume était le haricot nain. Le début du mois d'août représente, dans de nombreuses régions françaises, l'une des dernières occasions de semer une variété rapide directement en pleine terre. Les haricots n'aiment pas que l'on dérange leurs jeunes racines. Je les installe donc immédiatement à leur place définitive. Je dépose 2 graines par trou, puis je conserve plus tard la plante la plus vigoureuse. Monsieur Moreau fait tremper les siennes quelques heures dans de l'eau tiède. Pas toute la nuit, précise-t-il toujours. Juste assez longtemps pour leur rappeler qu'elles doivent se réveiller. Je n'ai jamais vu cette phrase dans un manuel de jardinage. Pourtant, ces haricots lèvent presque toujours de façon plus régulière que les miens. Le troisième légume était le haricot à rames. En plus de produire des gousses, il contribue à la fertilité du sol grâce aux bactéries associées à ses racines capables de fixer l'azote. À la fin de la culture, je n'arrache donc pas les plantes brutalement. Je coupe les tiges au niveau du sol et laisse les racines se décomposer dans la terre. Elles y ajoutent progressivement de la matière organique. Nos haricots grimpent le long d'une vieille armature, en châtaignier, installée près du récupérateur d'eau, depuis la maison. Elle ressemble à un mur de verdure. Il faut soulever les feuilles pour découvrir les gousses cachées. Élodie en prit une entre ses doigts. Celle-ci est prête. Elle peut encore grossir un peu. Elle la plia doucement. La gousse se cassa avec un bruit sec. Elle était prête. Très bien. Un point pour toi. Le jardin apprend aussi à reconnaître que quelqu'un d'autre a mieux observé. Le quatrième légume était le radis. Il doit être semé directement, car sa racine a besoin de se développer sans interruption. Dans les zones où la terre est lourde, Je forme de petites lignes, légèrement surélevées. ainsi, l'eau ne reste pas accumulée autour des racines après une averse. Les graines sont peu enterrées. Si les jeunes plants lèvent trop près les uns des autres, il faut les éclaircir. Ce geste semble toujours cruel.
Chaque plantule ressemble à une promesse. Et personne n'aime retirer une promesse de la terre. Pourtant, un radis privé d'espace développe beaucoup de feuilles et une racine minuscule. Certaines variétés précoces peuvent être récoltées en quelques semaines. Un radis sorti du potager est ferme, juteux et beaucoup plus vif qu'un légume. resté plusieurs jours dans une barquette. Le 5e groupe était celui des légumes-feuilles. À partir de la seconde moitié d'août, On peut envisager la blette, la roquette, certains laitues à couper, les épinards. Et, un peu plus tard, la mâche. J'attends que les températures commencent à baisser pour semer les épinards. Lorsque le sol est trop chaud, ils montent rapidement en graines. La mâche demande elle aussi un peu de patience. Elle germe parfois très mal si la terre conserve trop de chaleur. La blette peut être lancée plus tôt. Ces jeunes feuilles se récoltent au fur et à mesure et finissent chez nous dans une soupe, une tarte salée ou une poêlée avec des pommes de terre et de l'ail. Pendant la germination, je protège les plaques de semis contre les pluies violentes. Je ne les enferme pas dans une remise sombre. Je les place sous l'auve ou dans un châssis lumineux, où elles continuent de recevoir de la lumière sans être frappées directement par de grosses gouttes. Lorsque plusieurs vraies feuilles apparaissent, les plantes deviennent plus résistantes. j'expliquais justement à Élodie la différence entre les cotylédons et les premières vraies feuilles, lorsque nous avons entendu le tonnerre au-dessus des vignes. Le ciel s'était assombri en quelques minutes. Le vent faisait claquer les volets, soulevait les feuilles sèches de la cour et courbait les branches du vieux figuier. On rentre les semis demanda Élodie. Ouin, je regardais les nuages, puis les premières gouttes épaisses qui marquaient les dalles claires. Seulement, ceux qui ne savent pas encore se défendre seuls. Nous avons couru jusqu'aux étagères abritées. La pluie est devenue violente presque immédiatement. L'eau frappait les tuiles, débordait des gouttières et formait de petits ruisseaux entre les planches du potager. Les grandes feuilles de courgettes pliaient sous le poids des gouttes. Lorsque nous sommes arrivés devant la dernière étagère, Je me suis arrêté. je me suis arrêté. Une plaque de semis avait disparu. C'était précisément celle dans laquelle j'avais placé nos graines les plus rares. Une ancienne tomate sombre. Plusieurs choux d'hiver et des fleurs dont les semences provenaient encore de ma grand-mère. Sur le sol ne restait qu'un peu de terreau renversé et 2 étiquettes brisées. Une trace boueuse conduisait vers le petit portail situé au fond du jardin. Le portail était ouvert. « C'est toi qui l'as laissé comme ça ?» ai-je demandé. Élodie secoua la tête. Je suis sorti sous la pluie. Les marques disparaissaient déjà, mais j'ai encore distingué une empreinte profonde et le sillon étroit d'un objet lourd que quelqu'un avait traîné sur le chemin. Une personne était entrée dans notre jardin juste avant l'orage, et elle n'avait pas emporté une plaque au hasard. Elle avait pris exactement les graines dont nous avions besoin pour Préparer la prochaine saison. La pluie tombait avec une telle violence que tous les autres bruits avaient disparu. L'eau martelait les tuiles, débordait des gouttières et traversait la cour en filets brunâtres. Les rames des haricots grinçaient sous les rafales. Au fond du jardin, le petit portail battait contre son poteau de pierre. Élodie et moi sommes restés sous l'auvent, observant les dernières traces se dissoudre dans la boue. « Tu as vu quelqu'un entrer ?» ai-je demandé. Elle secoua la tête. Quand je suis sorti, le portail était fermé. Maintenant, il ne l'est plus. Le vent a peut-être soulevé le loquet. Je me suis approché. La fermeture n'était pas cassée. Le bois ne porte aucune marque de forçage. Quelqu'un avait simplement ouvert le portail. La plaque disparue contenait des graines de tomates anciennes, de choux d'hiver, de poivrons et de plusieurs fleurs transmopam dans notre famille depuis des décennies. Peut-être que la personne pensait voler des plants déjà prêts, suggéra Élodie. Dans une plaque où rien n'avait encore germé, Les gens volent des choses plus absurdes. ce n'est pas faux. Près du loquet,
Quelque chose était resté accroché à une écharde. Un fil de laine, mouillé, il paraissait presque noir. En le roulant entre mes doigts, j'ai distingué un bleu très sombre. Il pouvait provenir d'un pull, d'une écharpe ou d'un sac en tissu. Cela ne prouvait rien. Je l'ai tout de même glissé dans la poche de mon tablier. Nous ne pouvions plus suivre les traces. Le chemin derrière la maison était devenu une bande de boue luisante. Et le jardin avait besoin de nous, plusieurs soucoupes débordaient. Une jardinière s'était renversée. Les jeunes tiges de haricots s'étaient détachées de leurs ficelles. Le potager n'attend pas que les mystères soient résolus. Nous avons vidé l'eau, redressé les pots et déplacé les semis les plus fragiles. Lorsque nous avons terminé, la lumière commençait déjà à baisser. Cette nuit-là, j'ai très peu dormi. Chaque bruit de gravier me faisait tendre l'oreille. À chaque voiture ralentissant sur la petite route, j'imaginais quelqu'un revenir chercher le reste des graines. Le lendemain matin, le ciel était redevenu clair. Une brume légère flottait au-dessus des prés. Des gouttes tombaient encore du vieux figuier, et la cour sentait la pierre mouillée, le bois humide et les pommes tombées pendant l'orage. J'ai préparé du café et coupé une tranche de pain de campagne, mais je n'avais pas faim. Élodie est entrée dans la cuisine, les cheveux en désordre. On va chercher la plaque maintenant? Oui. Tout de suite? D'abord, je dois vérifier les fleurs. Elle resta immobile devant la table. On nous a volé des graines rares et tu vas t'occuper des fleurs? Justement. J'ai besoin de réfléchir avant d'aller interroger tout le village. La deuxième partie de mes plantations d'où concernait les fleurs d'automne dans les jardins français. Elles ne servent pas uniquement à décorer. Elles remplissent des bocaux sur les tables de cuisine, bordent les potagers, accompagnent les repas de famille et fleurissent les tombes lorsque les jours raccourcissent. Certaines évoquent les fêtes, d'autres rappellent ceux qui ne sont plus là. La première était l'œillet d'Inde. Ces fleurs jaunes, orangées ou brun-rouge restent souvent éclatantes alors que certaines plantes estivales commencent déjà à s'épuiser. Et le long des rangs de haricots, elle ne croyait pas que quelques fleurs pouvaient résoudre tous les problèmes de parasites. Comme on l'entend parfois. Mais elle aimait leur odeur, leur robustesse et les insectes qu'elles attiraient. Un potager sans fleurs, c'est du travail sans musique, disait-elle. Un août. On peut encore semer des variétés rapides ou prélever des boutures sur des plantes saines. Je choisis des pousses jeunes, mais fermes, sans boutons floraux. J'enlève les feuilles inférieures et je coupe, juste sous un nœud. Ensuite, j'installe les tiges dans un mélange léger de sable grossier et de compost mûr. Le substrat doit rester légèrement humide, jamais détrempé. Une bouture qui n'a pas encore de racines est particulièrement vulnérable à la pourriture. Certaines personnes recouvrent le pot d'une bouteille transparente pour maintenir l'humidité. La méthode peut fonctionner. Mais il faut retirer la protection chaque jour pendant quelques minutes. Sans renouvellement d'air, on ne crée pas un abri. On crée une serre à champignons. J'étais en train d'examiner les premières boutures lorsque Monsieur Moreau apparut derrière le muret. L'orage a fait beaucoup de dégâts? Plus que prévu. J'ai vu votre portail ouvert hier. J'ai levé la tête. À quelle heure? Il posa son sécateur sur le mur, juste avant que la pluie devienne forte. Je pensais que vous faisiez des allers-retours. Élodie s'approcha. On nous a volé une plaque de semis. Monsieur Moreau fronça les sourcils. Des graines? Tomates, choux, fleurs anciennes, ai-je répondu. Curieux. On vole des outils, du cuivre, parfois même des arbres en pot. Mais des graines? Vous avez vu quelqu'un près du portail? Il hésita. Une personne marchait sur le chemin. Qui? Je n'ai pas distingué le visage. Veste sombre, peut-être une casquette. Un homme? C'est ce qu'il m'a semblé. Il portait quelque chose? Monsieur Moreau regarda vers son jardin. Un sac en tissu, je crois.
Ma main se posa instinctivement sur le fil bleu dans la poche de mon tablier. Cette personne boitait-elle? Il releva brusquement les yeux. Peut-être. J'étais loin. Monsieur Moreau boitait légèrement depuis une chute survenue plusieurs années plus tôt, lorsqu'il avait voulu tailler seul un vieux poirier. Je refusais de suivre cette pensée. Il avait aidé mon père à monter la serre, entretenu le potager pendant les funérailles de ma grand-mère et m'avait appris à greffer un pommier. Pourtant, il évitait mon regard. Je suis retourné vers les fleurs. La deuxième était le chrysanthème. En France, il est profondément lié à l'automne et à la Toussaint. On le voit devant les maisons, chez les fleuristes et dans les cimetières dès que les températures commencent à baisser. Il existe des variétés blanches, jaunes, cuivrées, roses, violettes ou rouges sombres. Certaines produisent une multitude de petites fleurs. D'autres forment de grosses têtes presque géométriques. Le chrysanthème se multiplie facilement par bouturage. Je prélève des tiges saines sans boutons, retire les feuilles inférieures et les place dans un substrat aéré. Pendant les premiers jours, elles doivent être protégées du soleil direct et du vent sec. Une fois les racines formées 6, je pince l'extrémité des jeunes pousses. Élodie n'aimait pas ce geste. Tu coupes précisément la partie qui veut grandir, pour éviter qu'elle ne fasse qu'une seule tige longue et fragile. Peut-être qu'elle veut devenir grande. Elle devra négocier avec la taille du massif. En retirant la pointe principale, on stimule la formation de ramifications. La plante devient plus compacte et produira davantage de fleurs. Mais il faut savoir s'arrêter. Si l'on pince trop tard, on supprime encore et encore les futurs boutons. Ce serait comme préparer une fête pendant des semaines et fermer la porte au moment où arrivent les invités. La troisième fleur était l'immortelle, même fraîche. Elle possède des pétales secs et légèrement rigides. Coupée au bon moment puis suspendue la tête en bas, elle conserve sa forme et sa couleur pendant des mois. Ma grand-mère en faisait de petits bouquets qu'elle accrochait dans l'entrée. En janvier, lorsque le jardin devenait gris, il restait encore sur le mur un fragment de soleil. Les immortelles aiment la lumière et supportent mieux la sécheresse que beaucoup d'autres fleurs. Les jeunes plants ont toutefois besoin d'une humidité régulière jusqu'à ce que leurs racines soient bien établies, elles ne tolèrent pas l'eau stagnante. La quatrième fleur était le dahlia. Dès qu'il commence à fleurir, il transforme un jardin. Il existe de petites variétés simples et d'immenses fleurs composées de dizaines de pétales soigneusement ordonnés. Dans les jardins de l'Anjou, on les trouve souvent le long d'un mur clair, près d'une remise ou au bord d'une allée de gravier. À la fin de l'été, ils demandent une surveillance constante. Les nuits humides attirent les limaces. Un feuillage trop dense retient l'eau et favorise les maladies. Les fleurs fanées doivent être retirées afin que la plante continue à produire des boutons. J'arrose les dahlias au pied. Si les feuilles restent mouillées toute la nuit, les risques de maladie augmentent. Aucun traitement ne remplace une bonne circulation de l'air. La chaleur et l'humidité font doute un mois de croissance, mais pas uniquement pour les plantes. Les pucerons se rassemblent autour des jeunes pousses. Les alérodes se cachent sous les feuilles, les chenilles perçant le feuillage, tandis que les limaces peuvent faire disparaître une rangée entière de jeunes plants après une seule nuit pluvieuse. C'est pourquoi je ne regarde jamais une plante uniquement d'en haut. Je retourne les feuilles, j'observe les bourgeons et j'examine les endroits où les tiges se touchent lorsque les insectes sont peu nombreux. Je les retire à la main ou je les déloge avec un jet d'eau modéré. Si infestation segmente, le savon noir ou le savon potassique peuvent aider, à condition d'être correctement dosé. L'huile de Nîmes peut également être utilisée avec prudence. Après un essai sur une petite partie du feuillage, je ne pulvérise jamais en plein soleil. Je ne traite non plus les fleurs ouvertes lorsque les abeilles et les cirfes sont actifs. Protéger une plante ne doit pas signifier attaquer tout le jardin.
J'examinais justement le dessous d'une feuille de dahlia lorsqu'on frappa au portail principal. Élodie s'essuya les mains sur son pantalon et traversa la cour. Depuis le massif, j'entendis une voix féminine. Bonjour. C'est ici que vit la dame qui échange des semences anciennes. Je les ai rejointes, devant le portail se tenait une femme d'une trentaine d'années. Elle portait des chaussures de travail, une veste verte et tenait un pull en laine bleue foncé sur son bras. Une maille était tirée près de la manche, il manquait un fil. Je m'appelle Sophie Lambert, dit-elle. Je travaille au jardin partagé de Douai-la-Fontaine. Mon regard resta fixé sur le pull. Que puis-je faire pour vous? Je crois que nous avons trouvé quelque chose qui vous appartient. Élodie se rapprocha immédiatement. Une plaque de semis-noir, Sophie hocha la tête, avec des étiquettes écrites à la main. tomates, choux et anciennes variétés de fleurs. Pendant une seconde, la tension quitta mes épaules. Où est-elle? Sophie regarda brièvement vers la route. C'est justement le problème. Quel problème? Lorsque nous l'avons trouvée ce matin derrière notre serre, elle était vide. Elle ouvrit son sac et sortit une étiquette. J'ai reconnu l'écriture de ma grand-mère et une petite tache d'encre verte dans un angle. L'étiquette appartenait aux dahlias qui poussaient autrefois près de la maison de mes arrière-grands-parents. Au dos, quelqu'un avait écrit au feutre noir. Certaines graines ne doivent jamais retrouver la terre. Élodie relut la phrase en silence. Derrière le muret, le sécateur de Monsieur Moreau tomba sur les dalles. Me retournai. Notre voisin était immobile, le visage soudain livide. Il fixait l'étiquette comme s'il connaissait déjà ces mots. Vous reconnaissez cette écriture? Ai-je demandé. Il ne répondit pas. Monsieur Moreau? Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Puis il tourna les talons, traversa rapidement son jardin et entra dans sa maison. La porte claqua derrière lui. À cet instant, j'ai compris que la plaque n'avait pas disparu par hasard. La personne qui l'avait prise savait exactement ce qu'elle contenait. Et Monsieur Moreau savait pourquoi quelqu'un voulait empêcher ces graines de pousser à nouveau. Pendant quelques secondes, personne ne parla. La phrase inscrite au dos de l'étiquette semblait peser plus lourd que la plaque de semis disparue. Élodie fut la première à rompre le silence. Ce n'est pas une plaisanterie. Quelqu'un cherche peut-être seulement à nous faire peur, répondis-je. Alors cette personne a réussi. Sophie se tenait toujours devant le portail. Son pull bleu foncé reposait sur son bras, et la maille tirée près de la manche ressemblait exactement au fil retrouvé sur notre portail arrière. Elle remarqua mon regard. Je l'ai accroché hier à un grillage, derrière notre serre, expliqua-t-elle. C'est là que j'ai trouvé la plaque. Elle était posée comment? Debout contre le mur. Pas renversée, pas jetée. Quelqu'un l'avait déposée soigneusement. Vous avez vu cette personne? Sophie secoua la tête. Pas moi. Mais le gardien du terrain était déjà là peu après 6 heures. Il a aperçu quelqu'un partir par l'ancien chemin des vignes, un homme ou une femme. Impossible à dire. Veste sombre. Casquette ou capuche. La personne semblait boiter. Élodie tourna immédiatement les yeux vers la maison de Monsieur Moreau. Les volets de sa cuisine étaient fermés. Je savais ce qu'elle pensait. Notre voisin connaissait probablement l'écriture. Il avait vu une silhouette boiteuse près du chemin et s'était enfui dès qu'il avait découvert le message. Pourtant, un soupçon n'était pas une preuve. Il faut d'abord déterminer précisément ce qui manque, dis-je. Nous nous sommes installés autour de la table de la cuisine et avons étalé tout ce que Sophie avait récupéré. Des morceaux d'étiquettes, 2 petites mottes de terre séchées et quelques graines de choux restées coincées dans un angle de la plaque. Les étiquettes de la tomate sont d'un ancien poivron rouge et des dahlias de ma grand-mère avaient entièrement disparu
Les semences de brocolis et de choux d'hiver avaient été abandonnées. La personne ne voulait pas la plaque, conclut Sophie. Elle voulait ces 3 variétés, ajouta Élodie. Au-dessus du vieux buffet se trouvait une photographie jaunie. Ma grand-mère y posait devant un haut mur de tuffeau. Elle portait une jupe sombre, un tablier fleuri et un foulard noué sur les cheveux. Dans ses bras, elle tenait une corbeille remplie de tomates côtelées. Leur peau était d'un rouge si profond que certaines paraissaient presque violettes. Lorsque j'étais enfant, ces tomates revenaient, chaque été sur la table de la cuisine. Puis, elles avaient disparu, je n'avais jamais demandé pourquoi. Sophie s'approcha de la photographie. Vous savez où elle a été prise? À l'arrière-plan, on distinguait une tourelle, un ancien pigeonnier et une longue rangée de poiriers palissés. Ma grand-mère a travaillé dans plusieurs propriétés. Je ne sais pas laquelle c'était. La Roche-au-Aulne, dit une voix derrière nous. Nous sommes retournés. Monsieur Moreau se tenait sur le seuil. Sa chemise était mal boutonnée et il serrait une vieille casquette entre ses mains. Le domaine de la Roche-au-Aulne, répéta-t-il. Cette photographie a été prise là-bas. Élodie se leva. Vous reconnaissez l'écriture du message? Le voisin regarda l'étiquette sans le toucher. Elle me semble familière. Ce n'est pas une réponse. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Non, intervins-je. C'est tout ce que vous choisissez de dire. Il s'approcha de la table. Quelles variétés ont disparu? La tomate sombre, le poivron ancien et les dahlias. Son visage se figea. À peine, mais suffisamment pour que je le remarque. Alors cela recommence? Murmura-t-il. Qu'est-ce qui recommence? Il regarda la photographie de ma grand-mère. Certaines histoires auraient dû rester enterrées. C'est presque exactement ce que dit la menace. Monsieur Moreau jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Je ne peux pas en parler ici. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui écoute avant que nous puissions l'arrêter. Il traversa la cour et disparut par le petit chemin qui longeait les vignes. Élodie le regarda s'éloigner. Cela ressemblait presque à un aveu. Ou à de la peur, dit Sophie. Peut-être les deux, répondis-je. Nous ne pouvions pourtant pas attendre indéfiniment qu'il revienne avec une explication. Le potager, lui, continuait d'avancer. Août est le mois où l'on construit la base des cultures d'automne et d'hiver. Si l'on attend octobre pour tout semer, certaines plantes n'ont pas le temps de développer suffisamment de racines et de feuillage avant que le froid ne ralentisse leur croissance. La première culture était de nouveau la tomate. On l'associe naturellement à l'été, mais il est encore possible de lancer une série tardive en août, surtout si l'on dispose ensuite d'une serre, d'un tunnel ou d'un mur bien exposé. Je remplis de petits godets avec un terreau léger. Les graines ont besoin de chaleur et d'une humidité régulière, pas d'une terre détrempée. Dès l'apparition des premières vraies feuilles, les jeunes plants doivent recevoir beaucoup de lumière. Dans un endroit sombre, ils s'allongent rapidement, mais leurs tiges deviennent fines et fragiles. La hauteur n'est pas la force. Ma grand-mère plaçait ses semis contre le mur orienté à l'est. Ils recevaient le soleil du matin et restaient protégés pendant les heures les plus chaudes. Les jeunes plantes ont besoin de lumière, pas de punition, disait-elle. Au moment du repiquage, j'enterre une partie de la tige des tomates. La portion recouverte peut former de nouvelles racines et rendre le plant plus stable. J'installe également les tuteurs dès le début. Planter une canne trop tard peut endommager des racines déjà bien développées. Élodie remplissait des pots de yaourt lavés. On va semer des tomates ordinaires, On va semer celles qu'il nous reste. mais pas celles de mamie. Non. Elle creusa un petit trou dans le terreau. Alors le voleur a gagné. Seulement, si nous cessons complètement de semer le deuxième groupe. Semer trop tard, elles peuvent voir leur croissance interrompue par le froid. Ensuite,
Si les températures remontent brusquement, les pommes restent petites ou s'ouvrent prématurément. Je lance donc une première série dès le mois d'août. Je ne sème jamais tout le même jour. Je prépare plusieurs petits lots espacés d'1 ou 2 semaines. Ainsi, un orage, une attaque de limaces ou une variation brutale de température ne détruit pas toute la future par un filet fin. Les pierrides recherchent précisément les jeunes choux pour déposer leurs œufs sous les feuilles. Une petite chenille paraît insignifiante, mais Une surveillance fréquente permet souvent de retirer les œufs et les larves à la main avant que l'invasion ne prenne de l'ampleur. Sophie m'observait retourner chaque feuille. Vous les examinez vraiment toutes? Tant qu'elles sont peu nombreuses, oui. Au jardin partagé, nous en avons plusieurs centaines. Dans ce cas, Il vous faut une méthode. Moi, je peux encore saluer personnellement chacun de mes ennemis. Élodie rit. C'était la première fois depuis la découverte de l'étiquette. le troisième groupe réunissait les poivrons et les aubergines. Tous deux profitent de la chaleur d'août pour germer et former leurs premières racines. Sous abri, ils peuvent continuer à se développer longtemps si l'arrière-saison reste douce. Les graines de poivron demandent parfois beaucoup de patience. Une plaque qui paraît vide après une semaine n'est pas forcément perdue. Certaines variétés ont simplement besoin de plus de temps. Je commence également les aubergines dans de petits récipients. Lors du repiquage, je saisis toujours la plantule par une feuille, jamais par sa tige. Une feuille abîmée peut être remplacée. Une jeune tige cassée condamne souvent la plante. Pour une terrasse ou un jardin réduit, je choisis des variétés compactes. Une plante qui souhaite naturellement devenir immense ne peut pas rester indéfiniment enfermée dans un petit pot sans s'affaiblir. La variété doit respecter l'espace disponible. La quatrième tâche ne concernait pas un nouveau semis, mais des plantes dont la récolte se forme sous terre. Le gingembre et le curcuma poussent à partir de rhizomes. En août, leur partie cachée commence à grossir. J'ajoute donc une fine couche de lombriquicompost et un peu de terreau léger autour des tiges. Point pas tout d'un coup. Je remonte progressivement le niveau de terre afin de laisser de la place aux rhizomes sans ensevelir la base sous une masse humide. Le gingembre préfère une lumière tamisée. Le curcuma produit de grandes feuilles qui bougent dans le vent comme des étoffes vertes. Ma grand-mère cultivait ces plantes dans des caisses en bois installées contre le mur chaud de l'arrière-cuisine. À l'automne, Elle déterrait une partie des rhizomes et en laissait quelques-uns pour la saison suivante. Petite, je trouvais miraculeux de voir surgir ces racines jaunes d'une terre presque noire. disait-elle, cette phrase me revint soudain. Peut-être que le secret des graines volées se trouvait lui aussi dans un endroit que personne n'avait voulu regarder depuis longtemps après le déjeuner. Sophie nous conduisit au jardin partagé de Douai-la-Fontaine. La route traversait des vignes, des champs de tournesol et des villages aux façades de pierre claire. Par endroits, on apercevait l'entrée sombre d'anciennes carrières de tuffeau creusées dans la colline. Le jardin occupait le terrain d'un ancien lycée agricole. On y trouvait 2 tunnels, une grande citerne de récupération d'eau, des bacs de compost et de longues tables couvertes de jeunes plants. La plaque volée se trouvait près de l'entrée arrière. Elle avait été nettoyée. Trop soigneusement, presque toute la terre avait disparu. Dans un coin restait seulement une petite motte rougeâtre. Chez nous, la terre est plus sombre, observa Élodie. Sophie gratta la motte avec une étiquette en bois. Cela ressemble au sol du coteau de la Roche-aux-Aulnes. Derrière le jardin commençait un chemin envahi par les ronces. Il suivait un ancien mur puis montait vers les ruines du domaine. Autrefois, la Roche-aux-Aulnes produisait des fruits, des légumes, du vin et des semences pour plusieurs villages. Après des querelles de succession et de de procédure, la propriété avait été abandonnée. Un atelier de mécanique situé de l'autre côté de la route possédait une caméra extérieure.
Le propriétaire accepta de nous montrer les images. La vidéo était floue. À 6h17, une silhouette vêtue de sombre apparut. Elle portait un sac en tissu sur l'épaule et tenait la plaque noire sous un bras. Impossible de distinguer le visage, mais la personne boitait nettement. Élodie se rapprocha de l'écran. C'est Monsieur Moreau. Nous ne pouvons pas en être certaines. Tu penses la même chose? Je ne répondis pas. Nous sommes revenus en fin d'après-midi. La porte de la maison de notre voisin était ouverte. Je l'appelais. Aucune réponse. Sa veste de travail avait disparu du porte-manteau, ainsi que plusieurs outils. Il semblait être parti précipitamment. Dans la remise, nous avons trouvé des sachets de graines vides, de la terre rouge séchée et une petite boîte en bois. Élodie souleva le loquet. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, des photographies en noir et blanc et un carnet recouvert de toile verte. Sur la première page était inscrit le nom de ma grand-mère, Madeleine Louise Vautrin. Un dessous, je lus. Registre des variétés sauvées du domaine de la Roche-aux-Aulnes. Je tournais les pages, on y trouvait des dessins de tomates sombres, de poivrons allongés, de choux et de dahlias. Chaque fiche précisait la période de semis, le goût, conservation et les noms de famille des villages voisins. À la dernière page figurait une liste de variétés disparues. Il s'agissait exactement des graines volées dans notre jardin. À cet instant, un bruit retentit dans la maison. Une porte se referma violemment. Élodie saisit mon bras. Nous ne sommes pas seuls, derrière le mur. La voix de Monsieur Moreau s'éleva. Elle était basse et tremblante. Vous n'auriez jamais dû ouvrir cette boîte. Où sont les graines? Demandai-je. Il ne répondit pas. Nous entendîmes le glissement métallique d'un verrou, puis une deuxième personne parla. Une voix d'homme, grave, que je n'avais encore jamais entendue. Les graines sont déjà revenues à l'endroit qu'elles n'auraient jamais dû quitter. La voix inconnue venait de la pièce située au fond de la maison. Élodie serra mon bras si fort que je sentis ses doigts à travers le tissu de ma chemise. Éloignez-vous de cette boîte, ordonna l'homme. Elle ne vous appartient pas. Je maintins le carnet vert contre ma poitrine. Le nom de ma grand-mère figure à l'intérieur. Un nom ne prouve pas la propriété. Le silence non plus. Pendant quelques secondes, nous n'entendîmes que le grincement du parquet et la respiration irrégulière de Monsieur Moreau. Puis le verrou glissa. La porte s'ouvrit lentement. L'homme qui apparut devait avoir un peu plus de 60 ans. Grand, maigre, les cheveux gris soigneusement rejetés en arrière. Il portait une veste sombre beaucoup trop élégante pour cette chaude après-midi d'août. Il s'appuyait sur une canne en bois de noyer. Une fine cicatrice descendait de son oreille gauche jusqu'à la mâchoire. Monsieur Moreau se tenait derrière lui. Il semblait soudain plus vieux. « Voici Étienne de Villiers, dit-il. Sa famille possédait autrefois le domaine de la Roche-aux-Aulnes. » Étienne regarda le carnet. Ce registre a été soustrait au domaine il y a plus de 40 ans. Vous traitez ma grand-mère de voleuse? Je dis qu'elle a emporté des documents et des semences qui ne lui appartenaient pas. Élodie fit un pas en avant. Et notre plaque de semis? Elle appartenait aussi à votre famille? Étienne ne répondit pas. Je me tournai vers Monsieur Moreau. C'est vous qui avez pris les graines? Il secoua la tête. J'ai trouvé la plaque sur l'ancien chemin après l'orage. Et ensuite? Je l'ai remise à Étienne. Pourquoi? Il passa une main tremblante sur son visage. Parce que je pensais empêcher quelque chose de pire. Vous avez surtout aggravé la situation. Étienne s'approcha de la table. Les variétés contenues dans cette plaque proviennent de la Roche-aux-Aulnes. Elles ont été conservées pendant des décennies par les familles des villages voisins, sans autorisation. Les plantes ne connaissent pas les autorisations, son regard se durcit. La terre, elle, les connaît. J'ouvris le carnet.
Les premières pages contenaient des informations précises. Date de semis, résistance au froid, couleur des fruits, durée de conservation, sensibilité aux maladies. Plus loin, le ton changeait. Ma grand-mère racontait une année de sécheresse exceptionnelle. Les potagers des ouvriers agricoles avaient presque entièrement disparu, Tandis que l'administration du domaine avait enfermé les meilleures semences dans un local à la famille propriétaire, elles n'étaient pas destinées à être partagées. Elle devait garantir que le domaine conserverait le contrôle des récoltes suivantes. Une nuit, plusieurs femmes étaient entrées dans le bâtiment. Elle n'avait pas emporté de sacs entiers. Seulement de petites quantités soigneusement réparties, des graines de tomates, des poivrons, des choux, quelques tubercules de dahlias. Puis, elles avaient distribué le tout dans les villages alentours. C'est ainsi que les variétés Avaient survécu dans des potagers au des cours de ferme et de simples bocaux rangés au-dessus des armoires. Ma grand-mère n'a pas volé une fortune, dis-je. Elle a empêché qu'elle disparaisse. Étienne resserra les doigts autour de sa cape. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Alors racontez-la, pas ici. Il sortit de sa poche une vieille clé en fer et la posa sur la table. Demain, au lever du jour, rendez-vous à la Roche-aux-Aulnes. Pourquoi attendre demain? Parce que cette nuit, quelqu'un tentera de détruire ce qu'il reste. Élodie le fixa. Qui? Étienne se dirigea vers la porte. Des gens qui préfèrent un registre brûlé à une mémoire encore vivante. Il sortit sans ajouter un mot. Monsieur Moreau s'assit lourdement sur une chaise. Ses mains tremblaient. J'aurais dû tout vous dire, il y a longtemps. Oui, Madeleine m'avait fait promettre de ne jamais semer ces variétés près du domaine. Pourquoi? Parce que certaines personnes avaient peur de les voir revenir. Peur de tomates et de fleurs? Peur de ce qu'elle prouvait? Cette nuit-là, je dormis à peine. Avant l'aube, je préparais un sac contenant de l'eau, des lampes, des gants, un sécateur, de la corde et le carnet vert. Élodie m'attendait déjà dans le couloir. Habillé d'un pantalon solide et d'une veste légère. Tu restes ici. Non, cela peut être dangereux. Hier aussi, c'était dangereux. Hier, Tu es entré chez Monsieur Moreau avant que je puisse t'en empêcher. Sophie nous attendait devant le jardin partagé avec une vieille camionnette blanche. Monsieur Moreau arriva quelques minutes plus tard. Il portait des bottes. Une veste de travail est l'expression d'un homme qui avait attendu ce matin pendant des années. La route vers la Roche-aux-Aulnes traversait des vignobles. Des champs de tournesol fanés et de petits hameaux aux murs de pierre claire. Nous avons laissé la camionnette près d'un ancien lavoir. La suite du chemin était envahie par les ronces. Des branches griffaient nos vêtements. Sous nos chaussures, les feuilles humides collaient à la terre rougeâtre du coteau, puis le domaine apparut. Une partie du bâtiment principal s'était effondrée. Plusieurs fenêtres étaient murées, d'autres n'avaient plus de vitres. Du lierre recouvrait les façades de tuffeau. Et un jeune sureau poussait dans une gouttière éventrée. Malgré l'abandon, on distinguait hors l'ancienne organisation du lieu, des terrasses, des murs de culture, des canaux d'irrigation. Un pigeonnier, une grande citerne de pierre. La clé ouvrit une porte latérale étroite. Je m'attendais à trouver des gravats et des mauvaises herbes. Derrière le mur se cachait un jardin. Protégé par les anciennes constructions, des arbres fruitiers, des arbustes et des légumes poussés en rang, soigneusement entretenus, Des tuyaux de goutte à goutte. traversaient les parcelles. Des outils propres étaient suspendus sous un abri et une pelle avait laissé des traces récentes dans un tas de compost. Quelqu'un travaillait ici régulièrement. Les premiers arbres étaient des poiriers palissés contre un mur exposé à l'est. Leurs branches avaient été guidées horizontalement. Formant des étages réguliers. De petits fruits encore fermes se chaisaient entre les feuilles. Dans les jardins français, le poirier palissé est particulièrement utile lorsque l'espace manque. Il reçoit davantage de lumière, reste accessible pour la taille et profite de la chaleur conservée par le mur.
Mais un arbre jeune ne supporte pas les racines constamment noyées. Le sol doit rester drainant, même dans une région où les pluies d'automne sont fréquentes. Le point de greffe doit également rester au-dessus de la terre. S'il est enterré, la variété greffée peut produire ses propres racines et perdre les caractéristiques apportées par le porte-greffe. À côté poussaient de petits pommiers, chacun attaché à un tuteur. Pour un jardin réduit, les arbres greffés sur des porte-greffes peu vigoureux sont plus faciles à entretenir que de grands arbres de plein vent, mais petits ne signifie pas sans soin. Ils ont besoin d'un arrosage régulier pendant leur installation, d'une taille adaptée, de nutriments et d'une surveillance des maladies. Élodie s'arrêta devant un pommier. Les feuilles sont tachées, je regardais de plus près. Probablement de la tavelure, Il faut traiter tout l'arbre? pas forcément, je retirais une feuille très atteinte. Les maladies fongiques se développent plus facilement lorsque le feuillage reste humide et que la couronne est trop dense. La prévention commence donc par la circulation de l'air, l'élimination des parties malades et le ramassage des feuilles tombées. Aucun produit ne peut corriger entièrement une mauvaise implantation. Plus loin se trouvaient des pruniers. Certaines branches étaient soutenues par des piquets, tant elles portaient encore de fruits. Sous les arbres, des prudes éclatées attiraient les guêpes. Après une longue période sèche, Une pluie abondante, les fruits trop mûrs doivent être ramassés régulièrement. Ils attirent les insectes et deviennent rapides. derrière les pruniers poussaient des cerisiers acides, des groseilliers et des cassissiers. Ils occupent moins de place que de grands arbres et peuvent produire pendant de nombreuses années. Après la récolte, on retire les branches les plus âgées afin que la lumière atteigne les jeunes pousses. Ils ne donnent pas nécessairement davantage de fruits. Sophie souleva une branche de cassissier. Sous les feuilles se trouvaient de petits pucerons verts. Ici aussi, ils ont commencé. La chaleur et l'humidité du mois d'août favorisent de nombreux ravageurs. Les pucerons se regroupent sur les pousses tendres. Les chenilles se cachent sous les feuilles. Les limaces sortent après la pluie tandis que les acariens apprécient les périodes plus sèches et chaudes. La première défense reste l'observation. Il ne faut pas attendre que toute la plante soit envahie. Un petit groupe de pucerons peut être éliminé à la main ou avec un jet d'eau. Les coccinelles et les larves de cirfs jouent également un rôle précieux. Le savon potassique peut aider si l'infestation augmente, à condition d'être correctement dosé et appliqué de manière ciblée. À une dose, elle peut brûler le feuillage et tuer des insectes utiles. Je ne traite jamais les fleurs ouvertes lorsque les pollinisateurs sont actifs. Un jardin a besoin d'équilibre, pas d'une guerre totale. Au bout de l'allée se dressaient plusieurs mûriers. Leurs branches avaient été conduites presque horizontalement, de sorte qu'ils ressemblaient davantage à de larges haies qu'à de grands arbres. Le mûrier pousse rapidement et supporte bien la taille. Sans contrôle, il peut devenir imposant. Avec une formation régulière, les fruits restent accessibles. Les mûres tâchent les doigts. Celui qui cueille ces fruits ne peut pas prétendre qu'il n'a rien touché. Élodie sortit le carnet vert du sac. Tous ces arbres sont dessinés ici. Elle avait raison. Poirier, pommier, prunier, cerisier, cassissier et mûrier apparaissaient sur un ancien plan du domaine. Chaque plante portait un numéro. Nous avons suivi la séquence. Le dernier numéro correspondait à un mûrier installé contre le mur nord. Monsieur Moreau écarta les branches. Derrière elle se trouvait une porte métallique presque entièrement recouverte de lierre. La vieille clé entra dans la serrure. Un escalier étroit descendait sous le bâtiment. L'air devenait plus froid à chaque marche. En bas, nous avons découvert une salle voûtée remplie d'étagères, de bocaux et de centaines de sachets en papier.
C'était une banque de semences. Chaque lot portait une date, un lieu d'origine et un nom de famille. La plupart de ces noms appartenaient au village voisin, pas à la famille de Villiers. Au centre de la pièce se trouvait notre plaque de semis. Les compartiments avaient été ouverts et les graines soigneusement réparties dans de petites enveloppes. Élodie courut jusqu'à la table. Elles sont là, je pris l'un des sachets. Il portait l'inscription. Tomates noires de Madeleine Vautrin, lignée 1969, les graines de ma grand-mère. Personne ne voulait les détruire, dit Sophie. Monsieur Moreau regarda vers l'escalier. Pas encore des pas retentirent au-dessus de nous. Plusieurs personnes se déplaçaient dans le bâtiment. Puis la porte métallique claqua. Une chaîne grinça, Sophie monta les marches et poussa de toutes ses forces. Nous sommes enfermés. Monsieur Moreau éteignit sa lampe. Silence. Quelqu'un traînait de lourdes caisses sur le sol. Élodie serra les enveloppes contre elle. Pendant que Sophie et Monsieur Moreau cherchaient une autre sortie, j'examinais quelques plantes cultivées en pot le long du mur. Plusieurs feuilles portaient de petits trous. Je crus d'abord à des morsures d'insectes. Mais les marques étaient trop régulières. 3 trous dans une feuille dans la suivante. 4 dans la troisième. Ce ne sont pas des ravageurs. Sophie approcha sa lampe. Les chiffres correspondaient à des pages du carnet vert. Nous avons cherché chaque référence et noté les mots signalés. En les réunissant, nous avons obtenu une phrase. Le véritable registre repose sous la grande citerne. À cet instant, une lumière apparut derrière une étagère. Étienne sortit d'un passage dissimulé. Son visage était couvert de suie. Enfin, vous avez compris le message. C'est vous qui nous avez enfermés? Demandai-je. Non. Alors qui se trouve au-dessus? Il referma la porte secrète derrière lui. Les personnes qui recherchent ce registre depuis 40 ans. Une odeur âcre pénétra par les fentes du plafond. De l'essence, Monsieur Moreau leva la tête. Ils vont incendier le domaine. Étienne désigna le tunnel obscur. La seule sortie passe sous la citerne. Et le registre? Il est au même endroit. Au-dessus de nous, le bois craqua. Puis nous entendîmes le bruit sourd d'une flamme qui venait de trouver de l'air. Une première fumée glissa entre les pierres de la voûte. Élodie plaça les enveloppes contenant les graines de ma grand-mère dans mon sac. L'incendie avançait déjà au-dessus de nos têtes. Pour sauver le jardin et les semences, nous devions nous engager dans le tunnel, vers l'endroit où le secret de la Roche-Aulne avait commencé. La fumée s'infiltrait déjà entre les pierres de la voûte. Au début, ce n'était qu'un voile gris suspendu au-dessus des étagères. Puis elle s'épaissit, descendit lentement et recouvrit les bocaux, les sachets de papier et les anciennes étiquettes. Au-dessus de nous, une poutre se fendit avec un bruit sec. Élodie serra mon sac contre elle. Il faut partir maintenant. Étienne ouvrit entièrement le passage dissimulé. Derrière lui, un tunnel étroit descendait dans l'obscurité. Les murs étaient faits de pierres irrégulières, noircies par l'humidité. Des racines épaisses traversaient les joints, et des gouttes froides tombaient du plafond. Monsieur Moreau regarda les rangées de semences. Nous ne pourrons pas tout emporter. Personne ne répondit. Tout l'été, j'avais expliqué qu'un jardin impose des choix. Arroser d'abord les plantes les plus fragiles, protéger ensuite les cultures les plus précieuses. Accepter que le temps, l'eau et l'énergie ne suffisent pas toujours pour sauver chaque feuille. Mais nous ne nous trouvions pas devant quelques laitues flétries. Devant nous reposaient des décennies de travail. Des centaines de variétés, des noms de familles dont certaines avaient quitté la région depuis longtemps. Nous n'allons pas décider quelles mémoires ont le droit de survivre, dis-je. Nous allons trouver un autre moyen. Sophie aperçut plusieurs sacs de toile pliés sous une table. Nous les avons ouverts sur le sol et commencé à y déposer les enveloppes.
D'abord, avec précaution puis de plus en plus vite. Étienne tira d'une alcôve un petit chariot métallique. Nous attachâmes les sacs avec de la corde. Monsieur Moreau prit la caisse contenant les registres les plus anciens. Élodie rangea profondément dans mon sac les graines de ma grand-mère. La tomate noire, le poivron allongé et les dahlias. Une nouvelle vibration traversa le plafond. De la poussière tomba sur nos cheveux. Si le plancher s'effondre, le passage sera condamné, prévint Étienne. Élodie saisit la poignée du chariot. Alors aidez-nous à pousser au lieu de nous raconter comment nous allons mourir. Nous nous sommes engagés dans le tunnel. Il était trop bas pour avancer debout. Les roues se coinçaient sans cesse entre les pierres. Tous les quelques mètres, nous devions soulever le chariot ensemble. Derrière nous, le feu atteignit la banque de semences. Des bocaux éclatèrent sous l'effet de la chaleur. Chaque détonation ressemblait à la disparition définitive d'une variété. « Qui sont les hommes au-dessus » demandai-je. Étienne avançait difficilement, appuyé sur sa canne. Des représentants d'un groupe immobilier. Ils veulent acheter le domaine. Ils veulent construire un complexe touristique. Des résidences privées, Un hôtel, un bassin artificiel. et des routes réservées aux propriétaires. Sophie s'arrêta un instant. Et pour cela, Ils incendiaient une propriété. Ce n'est pas le jardin qui les inquiète. C'est le véritable registre. Étienne expliqua que le projet nécessitait l'acquisition de plusieurs parcelles entourant la Roche-aux-Aulnes. Or, les documents cachés sous la citerne prouvaient que des chemins, des sources, des canaux et certaines terres avaient été utilisés collectivement pendant plusieurs générations. Les archives ne parlaient pas seulement de tomates ou de fleurs. Elles parlaient de droits d'eau, de passage entre les vignes, de parcelles cultivées par des familles auxquelles aucun titre récent ne rendait justice. ma famille a conservé les documents. Poursuivit Étienne. Certains voulaient négocier avec eux. D'autres préféraient les détruire. Et vous demandai-je. Sa canne heurta une pierre. Je voulais sauver le nom de ma famille. En effaçant tous les autres ? Il ne répondit pas. Monsieur Moreau arrêta le chariot. Ta famille administrait le domaine. Mais ce sont les gens des villages qui le maintenaient vivant. Sa voix résonna contre les parois. Ils nettoyaient les canaux. Il taillait les arbres. Il conservait les graines lorsque les propriétaires étaient déjà partis. Un acte peut dire à qui appartient une terre. Il ne dit pas toujours qui la nourrit de ses mains. Étienne baissa les yeux. Nous avons repris notre marche. Quelques mètres plus loin, Le tunnel se divisait. La galerie de gauche descendait brusquement. celle de droite était presque entièrement obstruée par des racines. Élodie ouvrit le carnet vert. Le dessin de la citerne était taché et certaines lignes avaient presque disparu. Par où demanda Sophie. Étienne désigna la gauche. Monsieur Moreau lui saisit le bras. Ce passage mène à l'ancien puits. La citerne se trouvait dans la même direction. Avant, l'accès a été déplacé ensuite. Les deux hommes se regardèrent. Ils avaient protégé le même secret pendant des années, mais chacun n'en en connaissait qu'une partie. Élodie éclaira les racines de la galerie de droite. Entre elles poussaient de minuscules tiges pâles. Elle froissa doucement une feuille entre ses doigts. Ça, sans la tomate, je me penchais. La plantule était presque blanche. Elle avait germé dans l'obscurité et s'était étirée vers une fissure où passait un peu de lumière. Une graine avait dû être entraînée autrefois par l'eau de la citerne. Nous prenons à droite, nous avons forcé le passage entre les racines, la galerie devint plus étroite, puis commença à monter. Au-dessus de nous, On entendait de l'eau frapper une surface métallique. Enfin, nous avons trouvé une vieille échelle. Étienne monta le premier et poussa une plaque rouillée. Elle ne bougea pas. Monsieur Moreau le rejoignit. Ensemble,
Ils réussirent à la soulever de quelques centimètres. Une bande de lumière traversa l'obscurité. Nous sommes sortis dans une ancienne citerne vide. Une ouverture latérale donnait sur les vieux canaux d'irrigation. Dehors, l'air était chargé de fumée. Les flammes avaient déjà gagné une partie du bâtiment principal. Elles couraient sous les tuiles, mais n'avaient pas encore atteint le jardin caché. Une camionnette grise était garée dans la cour. 3 hommes transportaient des caisses vers le véhicule. Sophie appela immédiatement les pompiers et la gendarmerie. Elle envoya aussi notre position aux bénévoles du jardin partagé. Nous n'aimons pas à les affronter. Lorsqu'ils comprirent que nous n'étions plus enfermés et entendirent les premières sirènes, ils abandonnèrent les caisses et prirent la fuite par le chemin des vignes. L'un d'eux fut arrêté dans l'après-midi. Les 2 autres furent identifiés plus tard grâce à caméras d'une station Servsusat. Mais à cet instant, nous ne pensions pas à eux. Nous pensions au feu. Monsieur Moreau ouvrit une ancienne fanne. L'eau stockée dans un bassin se déversa dans les rigoles de pierre. Sophie et moi avons déroulé les tuyaux. Élodie et Étienne déplacent les jeunes arbres en pot derrière un mur. Nous n'avons pas essayé d'éteindre seuls tout le domaine. Nous avons protégé ce qui pouvait encore l'être. Nous avons mouillé la terre le long des bâtiments, retiré les branches sèches sous les fruitiers et éloigné les sacs de feuilles mortes. Les troncs des poiriers et des mûriers furent arrosés. Les jeunes pommiers reçurent de l'eau. Sophie transporta les cassissiers en pot vers la terrasse la plus éloignée. Lorsque les pompiers arrivaient, 2 pièces et une partie de la toiture brûlaient déjà. La banque de semences fut gravement endommagée. Des bocaux éclatèrent. Des registres disparurent. Certaines variétés furent perdues, car aucun autre stock n'existait ailleurs. Il n'existe pas de fin honnête dans laquelle tout est sauvé, mais les sacs sortis par le tunnel contenaient assez de graines pour recommencer. Sous la grande citerne, nous avons également retrouvé le véritable registre. Il reposait dans une boîte métallique enveloppée de toile cirée. À l'intérieur se trouvaient des cartes, des lettres, des accords d'usage et les noms des familles qui avaient entretenu la Roche-aux-Aulnes. Celui de ma grand-mère apparaissait à plusieurs reprises, pas comme propriétaire. Comme gardienne de semences, dans les semaines suivantes, les documents furent remis aux autorités, à la commune et à une association chargée de la préservation du patrimoine rural. Le projet immobilier fut suspendu. Les droits d'eau, les chemins anciens et l'utilisation collective de certaines parcelles devaient désormais être étudiés. Étienne raconta tout ce qu'il savait. Il reconnut aussi avoir écrit la menace sur l'étiquette. « Je voulais vous faire peur », avoua-t-il. Je pensais que le problème disparaîtrait si ces variétés n'étaient plus cultivées. Je le comprends maintenant. Je ne lui pardonnais pas immédiatement. Certains regrets doivent être prouvés par des actes. Étienne remit les clés du domaine au jardin partagé. Plus tard, il participa à la restauration des canaux et des murs. Non. Pour la première fois, le jardin caché cessa d'appartenir à une seule famille ou à quelques gardiens silencieux. Il devint un lieu collectif. Monsieur Moreau proposa une nouvelle règle. Chaque variété sauvée serait désormais cultivée dans au moins 3 endroits. Au domaine, au jardin partagé et dans un potager familial. Une graine, conservée en un seul lieu reste en danger, dit-il. La sécurité commence lorsqu'on la partage. En septembre, Nous avons travaillé presque tous les week-ends à la Roche-aux-Aulnes. Nous avons semé de nouvelles tomates, des poivrons et des choux. Nous avons préparé des rangs surélevés pour les radis et installé plusieurs séries de brocolis. Les fleurs sont également revenues. Les œillets d'Inde formèrent des bordures oranges le long des allées. Les chrysanthèmes, pincés au bon moment, se couvrirent de boutons. les immortels séchèrent lentement sous le soleil plus doux.
Les dahlias furent replantées contre le mur de tuffeau. En octobre, la Roche-aux-Aulnes semblait différente. Les murs restaient fissurés. Une partie de la toiture était encore protégée par des bâches. Lorsque le vent venait du nord, on sentait toujours l'odeur du bois brûlé. Mais partout, quelque chose poussait. Élodie installa une vieille table en bois près de l'entrée. Elle y déposa de petits sachets de semences. Chaque visiteur pouvait en prendre un. Il n'y avait qu'une seule Condition. Après la récolte, une partie des graines devait revenir au jardin. Ce n'était pas une vente. C'était une promesse. La première tomate noire mûrit au début du mois de novembre, sous le tunnel. Nous l'avons cueillie par une matinée froide. Sa peau mêlait du rouge, du vert et presque du violet. Monsieur Moreau voulait la peser. Sophie voulait la photographier. Étienne restait à quelques pas, comme s'il n'était pas certain d'avoir le droit de s'approcher. Élodie prit un couteau. On ne va pas la mettre sous verre, j'espère. Elle partagea la tomate en 5 morceaux. La chair était ferme et remplie de graines. J'en goûtai un morceau, Il était d'abord doux, puis légèrement acidulé. Pendant un instant, je me retrouvai dans la cuisine de mon enfance. Ma grand-mère coupait des tomates sur une planche et étalait les graines sur du papier près de la fenêtre. Je compris alors qu'une variété ne survit pas parce qu'on l'enferme dans une cave. Elle survit parce que quelqu'un la sème, parce qu'une autre personne la cuisine. Parce qu'une troisième pense à conserver les graines. Cet après-midi-là, nous avons enregistré la dernière vidéo de la saison. Derrière nous se trouvaient les cultures d'hiver, les jeunes fruitiers et les fleurs agitées par le vent. Août n'est pas le mois où l'on s'arrête, dis-je face à la caméra. C'est le mois où l'on prépare ce que l'on ne peut pas encore voir. Je parlais du drainage, des racines, des semis rapides et des plantes qui ont besoin de temps avant l'hiver. J'ai rappelé aussi que la chaleur associée à l'humidité favorise les parasites et les maladies. Les plantes doivent être observées régulièrement. Les traitements doivent rester ciblés, prudents et appliqués de préférence en fin de journée, sans nuire aux pollinisateurs. Mais la leçon la plus importante ne figurait sur aucune liste de plantation. Un jardin ne devient pas résistant parce qu'il ne rencontre jamais de problème. Il devient résistant lorsqu'il ne dépend pas d'une seule plante, d'une seule personne ou d'un seul endroit. Nous conservons les graines, nous partageons les boutures. Nous semons en plusieurs séries 7 lorsque quelque chose disparaît. Nous recommençons avec ce qu'il reste. À la fin de l'enregistrement, Élodie leva un petit sachet devant la caméra. Il contenait les graines de la tomate que nous venions de goûter. Elles sont pour qui demandai-je. Elle sourit. Pour la première personne qui promet de les remettre en terre. Derrière elle, Les dahlias et les œillets d'Inde brillaient sous la lumière basse de l'automne. Le feu n'avait pas réussi à effacer l'histoire. Il nous avait seulement obligés à cesser de la cacher.